Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 11 décembre. D'abord, un volet coopération. Le Premier ministre reçu à Tunis par le président tunisien à la veille de l'ouverture de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération. Un rendez-vous précédé par la commission préparatoire qui a rappelé l'engagement des deux parties à promouvoir les partenariats bilatéraux. Il y a 65 ans, le peuple algérien organisait de gigantesques manifestations provoquant un grand retentissement dans le monde, ouvrant la voie pour les négociations et l'indépendance de l'Algérie. Une date symbolique dont la célébration officielle a eu lieu aujourd'hui à Timimoun. On parlera agriculture également avec le développement de la filière ail à Mila. La région enregistre des rendements records et voit émerger également d'autres productions stratégiques. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver, je disais à l'instant, en visite officielle dans le cadre des travaux de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération. Le Premier ministre Seif Gharieb a été reçu par le président tunisien Kais Saïed au palais de Carthage. Il lui a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et réaffirmé la volonté de renforcer les liens fraternels et la coopération bilatérale. Le président tunisien a exprimé son estime pour le président de la République et a souligné la convergence des vues entre les deux pays. Il a également insisté sur l'importance d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, compte tenu de leur complémentarité afin d'accroître l'intégration, les investissements et le bien-être commun. Les deux parties ont salué par ailleurs le niveau des relations bilatérales et appelé à intensifier les échanges économiques. Le président tunisien a souhaité plein succès à la 23e session du comité mixte algéro-tunisien et insisté sur la nécessité de concrétiser ces décisions. Le Premier ministre a rappelé enfin la profondeur des liens historiques entre les deux pays et la volonté de bâtir un partenariat stratégique intégré. Il a également mis en avant l'importance du forum économique algéro-tunisien dans le renforcement de la coopération. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. J'ai eu aujourd'hui, au début de ma visite dans la République sœur de Tunisie, l'honneur de rencontrer son Excellence le président Kais Saïed. Et je lui ai transmis les salutations de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Et je lui ai réaffirmé l'attention particulière que porte le président Tebboune au développement des relations bilatérales, ainsi que sa forte volonté de poursuivre le travail avec son Excellence le président Kais Saïed, afin de promouvoir le partenariat entre les deux pays vers davantage d'intégration stratégique et de développement solidaire et intégré, conformément à l'approche adoptée lors de la visite d'État effectuée par le président Tebboune en décembre 2021. Le président Kais Saïed a exprimé à cette occasion l'estime particulière qu'il porte à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa détermination à poursuivre la coopération avec lui pour élever le partenariat entre les deux pays. J'ai également écouté avec une grande attention les analyses précieuses du président Kais Saïed sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de mobiliser toutes les capacités disponibles afin de hisser le partenariat à ses plus hauts niveaux. Le Premier ministre a insisté par ailleurs sur l'importance de saisir cette occasion pour consolider les cadres législatifs et institutionnels entre les deux pays, tout en rappelant la convergence des vues au sujet des questions régionales et internationales. Dans ce contexte, il a été procédé à l'examen de l'avancement des préparatifs en cours pour la tenue de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne prévue pour demain, ainsi qu'à l'importance de saisir cette opportunité pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels de la coopération entre les deux pays. L'objectif est également de créer les conditions propices au développement d'un partenariat commun au service des intérêts partagés et des aspirations des deux peuples frères. Les
Les discussions ont porté en particulier sur les perspectives et les opportunités prometteuses visant à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Ces questions seront au cœur du Forum économique algéro-tunisien qui se tient ce soir avec la participation d'un grand nombre d'opérateurs économiques des deux pays. Un rendez-vous qui souligne l'énorme potentiel d'un partenariat économique capable de contribuer au développement des deux nations et au bien-être commun de leur peuple. Ce forum constituera, si Dieu le veut, une étape importante pour bâtir un partenariat intégré reposant sur les institutions, les compétences et les forces vives algériennes et tunisiennes et pour travailler côte à côte à un avenir prometteur pour les deux pays frères. La rencontre a également été l'occasion de réaffirmer la convergence des positions des deux pays sur diverses questions régionales et internationales, en particulier la cause palestinienne, ainsi que leur soutien au peuple palestinien frère pour la récupération de ses droits légitimes et l'établissement de son indépendance avec El-Quds comme capitale. Par ailleurs, la situation dans la région a été évoquée, notamment en Libye, ainsi que les moyens de contribuer à relancer le processus de règlement politique dans ce pays voisin. Et dans le même sillage, les travaux du comité de suivi algéro-tunisien ont débuté sous la coprésidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, et de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. La réunion se tient en préparation de la 23e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne prévue demain, sous la coprésidence du Premier ministre Sifir Rieb et de la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zafrani. À cette occasion, Ahmed Attaf a souligné que la commission de suivi représente une étape essentielle dans la préparation de cette session en tant que mécanisme permettant d'évaluer les réalisations des derniers mois et d'anticiper les prochaines étapes avec pour objectif d'élever les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique décidé par les dirigeants des deux pays. Pour sa part, le ministre tunisien a insisté sur la convergence de vues des deux pays et les défis communs auxquels ils sont confrontés, et dans un contexte international marqué par de profondes mutations et une raréfaction des ressources. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Nous nous réunissons aujourd'hui dans le but d'évaluer les étapes que nous avons franchies et d'anticiper les phases et les échéances qui nous attendent sur la voie de l'élévation de nos relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique décidé par les dirigeants de nos deux pays frères. Il est important de souligner que la relation algéro-tunisienne dépasse de loin tout ce qui peut être résumé dans des chiffres, des indicateurs ou des données. C'est une relation tissée par les pages de notre histoire commune, avant même d'être façonnée par la géographie qui unit nos deux peuples voisins. فالعلاقة بين بلدين الشقيقين هي علاقة نسجتها فصول تاريخنا المشترك. Nous avons l'honneur de superviser les travaux de cette 21e session de la commission tuniso-algérienne de suivi, une session qui revêt une importance particulière puisqu'elle s'inscrit dans une conjoncture exceptionnelle que traversent les relations entre la Tunisie et l'Algérie. Elle constitue également une étape préparatoire en vue de la tenue de la 23e session de la commission mixte tuniso-algérienne, une nouvelle occasion de traduire la volonté ferme qui unit les dirigeants de nos deux pays. Et la tenue de cette 23e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne de coopération bilatérale vient renforcer les relations entre Alger et Tunis et les hisser à un niveau supérieur. Les deux parties s'engagent à promouvoir les partenariats bilatéraux, à soutenir l'investissement et à lever les obstacles entravant le développement des échanges économiques. C'est un papier signé Walid Yousfi. Les relations entre l'Algérie et la Tunisie se renforcent de jour en jour. Elles franchissent un nouveau cap. Les deux pays affichent clairement leur volonté commune d'approfondir leur coopération et d'élargir ses perspectives pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain.
C'est dans cet esprit que se sont tenues les réunions de la commission préparatoire de la 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, une étape importante qui confirme la dynamique croissante entre Alger et Tunis et le rôle clé de cette commission dans le renforcement des partenariats et le suivi des projets menés en commun. Les experts et les représentants des différents ministères ont de leur côté multiplié les réunions. Ils ont passé en revue une série de dossiers sectoriels, harmonisé leurs approches et identifié les priorités pour la prochaine phase de coopération. Des projets d'accord, des mémorandums d'entente et de nouveaux cadres de partenariat seront donc finalisés et présenté pour la signature lors de la réunion de clôture de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, une démarche qui illustre la vision stratégique partagée par les deux pays et leur détermination à bâtir une coopération plus intégrée dans les années à venir. Nous lisions en titre, nous célébrons ce 11 décembre une date symbolique qui illustre l'adhésion unanime de tout un peuple à l'appel de la déclaration du 1er novembre, ainsi que sa foi inébranlable en la réalisation des objectifs de la révolution pleinement et sans compromis. Les manifestations du 11 décembre ont ouvert, faut-il le rappeler, la voie pour les négociations, le cessez-le-feu et l'indépendance. C'est un papier signé. Majda Jahmoun, regardez. L'Algérie musulmane, l'Algérie indépendante. C'est ce qui a été scandé par les milliers de manifestants sortis le 11 décembre 1960 dans la plupart des villes algériennes pour réclamer pacifiquement l'indépendance de leur pays. Ce n'était pas la première fois que les Algériens occupaient la place publique pour faire entendre leur voix, déterminés à faire valoir leurs droits et brandissant le drapeau national. Ils ont investi les rues, mais ont été confrontés à la répression coloniale. L'étincelle est partie de Bellecour, un quartier populaire d'Alger, avant de gagner Annaba, Oran, Constantine et d'autres villes du pays. Une mobilisation d'une ampleur inédite qui se transforme en victoire politique, faisant plier Charles de Gaulle et les partisans de l'Algérie française. Les manifestations étaient telles qu'elles ont eu un retentissement dans le monde, puisque 9 jours plus tard, la 15e Assemblée générale des Nations unies reconnaissait le droit du peuple algérien à l'autodétermination. Une décision qui impose alors à De Gaulle l'unique alternative d'une négociation du pouvoir colonial avec le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les manifestations du 11 décembre scellent ainsi la fin du projet colonial, un dernier coup porté à un système à l'agonie par un peuple déterminé à arracher sa liberté. Ce jour-là, de gigantesques manifestations se sont produites, provoquant un grand retentissement dans le monde, en opposant l'unique alternative d'une négociation du pouvoir colonial avec le GPRA. Un fait marquant de notre histoire de lutte de libération nationale qui était l'œuvre de femmes et d'hommes convaincus de leur droit à la liberté. Notre caméra a rencontré certains d'entre eux. Regardez ce reportage signé Leni Aboubouda. Il y a 65 ans, le cri retentissant du peuple algérien a planté le dernier clou dans le cercueil du projet colonial français. Le peuple algérien est sorti dans des manifestations massives pour clamer haut et fort son indépendance. Parmi ces acteurs de la rue Mohamed Belouizdad, ex-Bellecour, il y avait Houria Kaifi. Et déjà, son prénom sonne comme une ode à la liberté. Munie d'une photographie agrandie, elle nous narre cette journée et son emprisonnement clandestin. احنا درنا المظاهرات نهار الحد والتشنيل اللي من هنا جاو نجيزنا في ديسمبر جاو داوني وين داوني عند كابيتان بيرنار على الزوج تاع الصباح من الزوج تاع الصباح جابوني من الدار جاو العسكر لو كان وحده من جيرتنا تقول لك العسكر اللي جاو داوني وبالبياع بالشكاله سمعتيني بنتي والله غير بالشكاله جا هذاك البياع خزر في العسكري قالوا سي سالا قالوا وي embarqué là. Ami Abdelkader Bouroubi, moudjahid de première heure, nous parle avec émotion de la bravoure et du courage de cette militante.
كي خرج العلم ورفدته البنت الجزائريه والمجتمع الجزائري لاول مره الفرنسيين شافوا العلم ما كانوش يعرفوه. ما العلم هدايا كان حاضر في يد جزائريه. Mohamed Saïdi, président de l'association historique et culturelle du 11 décembre 1960, a participé à ces manifestations. Il a même été grièvement blessé au niveau du thorax et des poumons. جانا خبرت على القصبة، قال القصبة ناضتهم يعيطوا كدا الجيري انديبوندونت. نضنا نعيطوا، تم الجبهة دخلت. كم مجاهدين دخلوا، تما حنا ونايتي كونتاكتي قال اسمع دركا هذه الهضرة. العلامات، الحاجة الأولى العلامات. أنت وين كنت؟ أنا كنت في بوفريزي، جاو صحابتي مثلا صحابتين معنا وحنا بوفريزي. حابطين باش نحبطوا الباب الواد. جاو العسكر بلي زالف تراك يابي دي ميليتير يابي دي سيرس يابي بداو يضربوا بداو يتيريو. الو كي كانوا يتيريو يا يو بوكو دو مور كذاب يقول لك دا يا يو دي مور ولي مور هذوك رفدوهم كاين اللي رفدناهم حنا اللي ديناهم حنا كاين اللي هما داوهم لي ديسبارو هذوما يا يو دي هما رفدوهم باش ما يبينوش قالوا شوف داروا كارناج. Les manifestations du 11 décembre 1960, un tournant politico-social et diplomatique décisif pour la cause algérienne. De ce véritable carnage, des centaines de martyrs tombaient avec le drapeau à la main. Parmi eux, des enfants qui avaient entre 10 et 15 ans. Gloire à nos martyrs. Et justement, la wilaya de Timimoun a accueilli ce jeudi les festivités officielles commémorant ce 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre sous le thème « L'insurrection du peuple ». La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrift, ainsi que des autorités locales et de la famille révolutionnaire. Les festivités ont été marquées par la lecture de la Fatiha et à la mémoire des martyrs au cimetière des martyrs de Timimoun, suivi du dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage aux Chouhada. La célébration a été également l'occasion de rendre visite à plusieurs moudjahidines dans un geste visant à honorer leur sacrifice au service de la patrie. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de coopération militaire avec la Tunisie au titre de l'année 2025, le commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddah, a supervisé ce jeudi la cérémonie d'inspection de la corvette lance-missile Raïs Hassan Barbier à la base navale d'Alger en première région militaire, et ce suite à sa participation à l'exercice naval conjoint avec l'armée de mer tunisienne El Mourjan 2025 du 2 au 8 décembre 2025 dans la zone maritime au nord de la Tunisie. L'exercice a comporté l'exécution de manœuvres tactiques conjointes incluant des opérations d'interdiction maritime, des exercices de recherche et de sauvetage, ainsi qu'un entraînement à la lutte contre les activités illicites en mer. Cet exercice vise à renforcer la coordination bilatérale, à élever le niveau de préparation opérationnelle et à évaluer le degré d'intégration et de coordination entre les forces navales algériennes et tunisiennes. Les forces navales algériennes ont participé à cet exercice en plus de lance-missiles Raïs Hassan Barbier, avec un détachement de commandos marins du régiment d'action spéciale. Cette activité vient confirmer la solidité de la coopération bilatérale avec les partenaires régionaux, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime des deux pays. L'actualité, c'est aussi cette victoire diplomatique majeure de notre pays avec la confirmation de la priorité de l'Algérie dans l'inscription du caftan comme élément essentiel au patrimoine culturel de l'UNESCO lors de la 20e session de son comité intergouvernemental tenu aujourd'hui à New Delhi. Le comité a décidé de renommer l'élément inscrit en 2024 pour y inclure explicitement le caftan. L'intitulé devient désormais le costume féminin festif du Grand Est algérien, savoir-faire et connaissances liés à la confection et à l'ornementation de la gandoura, de la mlaya, du qat et du lhaf. Ces décisions réaffirment la primauté historique et culturelle de l'inscription du caftan au patrimoine immatériel de l'humanité et renforcent sa reconnaissance internationale. Cela témoigne également des efforts consentis pour préserver notre héritage culturel et de le protéger contre toute appropriation ou falsification.
À l'étranger, au Maroc, 22 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles dans le quartier d'El Macera à Fès, dans le nord du pays. Les 2 bâtiments de 4 étages chacun étaient habités par 8 familles. Aucune explication officielle n'est venue expliquer les causes de ce sinistre. Les Marocains accusent les autorités de laisser proliférer les constructions anarchiques à travers plusieurs villes du pays. C'est un papier signé Milad Hanin. Dans la nuit du 9 au 10 décembre, l'effondrement de 2 immeubles contigus de 4 étages dans le quartier d'El Macera à Fès au nord du Maroc a provoqué la mort de 22 personnes et de nombreux blessés. L'un des bâtiments était inhabité, tandis que l'autre abritait une cérémonie familiale au moment du drame. J'ai perdu ma femme et mes 3 enfants. Je faisais mes courses à Tissa et on m'a appelé pour m'annoncer ce drame. Avant même l'arrivée des secours, les habitants, bien que sous le choc, ont tenté de sortir leurs voisins des décombres puisque de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Nous étions en voiture quand soudain les secours sont arrivés. On a aidé à dégager un vieil homme et un enfant. Honnêtement, je n'ai jamais vu une scène pareille de toute ma vie. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame qui révèle un laisser-aller total de la part des institutions du Merzen. D'autant qu'au Maroc, cette situation est récurrente. En mai dernier, un immeuble s'est effondré causant 9 morts et l'année précédente, une bâtisse avait également cédé. Malgré ces tragédies, la sécurité des citoyens semble secondaire aux yeux du Merzen. C'est une zone à forte densité de population. Je n'aurais jamais imaginé que des bâtiments puissent s'effondrer dans ce quartier, puisqu'il est récent. Il s'agit d'une nouvelle construction. L'État a attribué les terrains et chacun construit comme il le veut, de manière anarchique, alors que la construction ne doit pas dépasser 2 étages. Certains construisent jusqu'à 5 étages. Les habitants crient au scandale. Ils réclament que cesse la négligence et que les responsables rendent enfin des comptes. Proche-Orient avec cette situation humanitaire d'une extrême fragilité à Gaza. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que les pluies dans la bande de Gaza aggravaient les conditions humanitaires catastrophiques auxquelles sont confrontées des centaines de milliers de personnes déplacées, en particulier dans les camps et les zones dépourvues de protection de base. L'UNRWA a expliqué ce jeudi que les rues inondées et l'eau qui s'infiltre dans les tentes aggravent les conditions de vie déjà précaires, notant que le froid glacial, le surpeuplement et le manque d'hygiène augmentent le risque de maladies et d'infections, en particulier chez les enfants. Sport football, Coupe arabe, place au quart de finale de la Coupe arabe opposée aux Émiratis ce vendredi à partir de 18h30. Les Verts sont déterminés à passer le cap et s'ouvrir les portes des demi-finales. C'est un papier signé Ramzi Mhamdi. Regardez. Place au quart pour les Verts qui affronteront vendredi à 18h30 les Émirats Arabes Unis avec la volonté de passer un nouveau cap après avoir réalisé le plus important dans la phase de groupe, à savoir la qualification. Les protégés de Bougra partent certes favoris, mais il faudra déjà bien récupérer et rester focus sur l'objectif qui est de passer ce quart de finale malgré la fatigue des enchaînements des matchs. On va se concentrer sur la récupération parce que voilà, il faut de l'énergie pour la Harara. Donc bien étudier l'équipe des Émirats, bien se préparer sur ce match-là, faire le bon choix des joueurs parce qu'il y a des petites blessures, il y a des fatigues, donc il y a plein de choses à gérer. Chaque match va être de plus en plus dur, l'intensité et la qualité de jeu va être plus dure. Et aujourd'hui, on a su élever notre niveau pour se mettre à l'abri déjà et à gagner ce match et pour prendre confiance pour le prochain match. Inch'Allah. On garde toujours beaucoup d'humilité, mais on va jouer ce match à 2000% Inch'Allah pour gagner, pour continuer notre aventure. Ça, c'est une certitude. L'Algérie qui a démontré que l'axe central n'est plus son talon d'Achille, surtout avec le nouveau soldat Abada qui a à lui seul annihilé les nombreuses occasions irakiennes. Une défense qui a d'ailleurs concédé qu'un seul petit but. Un milieu de terrain étoffé avec Benzia Draoui et la sentinelle Victor Al-Khel qui auront la lourde tâche d'être le catalyseur dans l'entrejeu, mais surtout abreuver l'attaque de très bons ballons en profondeur. Justement, le trio magique composé des 3 B
Boulbina Berkane Brahimi aspire à porter l'attaque algérienne qui reste l'une des meilleures de ce tournoi avec 7 buts inscrits. Enfin, ce 12e membre qui n'a de cesse porter l'équipe poussera pour que le rêve de deuxième trophée de suite continue encore et encore. Et pour terminer, allez, partons à Mila. La région s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle agricole national, leader incontesté dans la filière ail. La région enregistre des rendements records et voit émerger également d'autres productions stratégiques comme l'arboriculture ou encore les cultures alternatives portées par une nouvelle génération d'agriculteurs. C'est un reportage signé Majda Jahmoud. Dans la wilaya de Mila, l'agriculture s'impose comme un véritable moteur économique. Avec plus de 300 000 hectares de terres arables, la région confirme son rôle central dans les cultures stratégiques du pays. En tête de liste, la filière ail, devenue un pilier de la production nationale avec plus de 300 hectares et des rendements qui dépassent les 1,56 million de quintaux par an. Mila est la première au niveau national dans la production et le stockage de l'ail. J'ai consacré 77 hectares à cette filière avec environ 11 000 quintaux d'ail stockés dans 16 chambres froides. Autrefois, l'ail était importé pour environ 200 millions de dollars. Aujourd'hui, il n'y a plus d'importation et nous visons l'exportation. Cette dynamique est soutenue par les mesures d'accompagnement engagées ces dernières années. Régularisation des terres, facilitation logistique, avec à ce jour plus de 700 exploitations déjà raccordées au réseau d'électrification agricole. Nos exploitations ont été raccordées à l'électrification agricole et nous avons également été accompagnés pour la régularisation de nos terres. Grâce à ces facilitations, nous alimentons plus de 80% du pays en ail. L'essor agricole ne s'arrête pas à l'ail. À Ferdiwa, l'arboriculture gagne aussi du terrain. Depuis 40 ans, Mabrouk a dédié les 17 hectares de son exploitation à la production de la pomme et la poire. Nous avons plusieurs types de pommes, comme la Golden délicieuse ou la Royale. Chaque année, les rendements augmentent. Nous avons atteint une production de 5000 quintaux. Nous avons aussi testé la pomme et la poire intensive et les résultats sont spectaculaires. Avec 14 coopératives actives, Mila dispose d'un réseau solide pour encadrer et soutenir les agriculteurs, notamment les jeunes, comme Abdelkrim, qui s'est lancé à 27 ans dans la culture des champignons. Pour rassurer les consommateurs, nous avons remis nos analyses à la coopérative. Elle nous a permis de faire connaître nos produits et d'accéder plus facilement au marché. Notre but est d'orienter les agriculteurs et les aider à exporter. Nous les accompagnons dans les démarches administratives et certains exportent vers la Mauritanie, la Libye et même l'Europe. De la filière ail à l'arboriculture, en passant par l'émergence de nouvelles productions, Mila consolide sa place comme pôle agricole national avec des performances qui progressent d'année en année. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.